pour le réseau École Média du Québec en compagnie de Francis Vachon, photographe professionnel. Photojournaliste pour être plus précis, même. Photojournaliste. Faisons la différence. Ouais, première question. Parce que là, moi, je me disais, je rencontre un photographe, tu te qualifies de photojournaliste. Un photojournaliste, c'est une sous-spécialisation, si on veut, du photographe. Donc, un photojournaliste, oui, travaille avec une caméra, un appareil photo. Oui, c'est un photographe, mais c'est un peu plus que ça. Un photojournaliste, c'est un journaliste qui travaille avec un appareil photo. Donc, ce qu'on fait, nos reportages qu'on fait, les images qu'on fait viennent appuyer une démarche journalistique. Donc, c'est des photos qui vont venir accompagner un article dans un journal ou dans une revue. Donc, ça va être des photos de manifestations, des photos de matchs sportifs ou d'événements sportifs, parfois des portraits parce qu'on fait un article sur un politicien ou un homme d'affaires qui réussit bien ces temps-ci. Donc, c'est des photos à caractère journalistique. Par exemple, tantôt en rentrant ici, je croisais ta conjointe, elle, qui est photographe, mais elle qui va plutôt faire des photos, par exemple, des portraits d'enfants, des photos de famille, etc. Oui, c'est une photographe, mais elle ne fait pas nécessairement comme toi tu fais. Il y a une distinction. Voilà, la photographie, c'est une grande ombrelle qui contient plusieurs types de photographes. Moi, ce que ma conjointe fait, des photos de bébés, des photos d'enfants, je ne serais pas capable, j'ai pas la patience, j'ai pas la création artistique que ça prend. Et elle ne pourrait pas faire ce que je fais parce qu'elle n'a pas la même capacité que j'ai d'arriver à un endroit, un événement et de dire ok, la photo qui raconte l'histoire, c'est ça, et je vais aller le capter dans la fraction de seconde du moment le plus intense de l'action. Puis Francis Vachon, qui a tout jeune encore, à peine 40 ans, Francis Vachon, qui est photographe, d'où vient, ça a commencé où cet intérêt-là pour la photo? C'était pas réveillé à la nuit passée et dit moi je fais de la photo. Là. Comment ça s'est passé, Francis? Souvent les photographes ont eu un genre d'éclair qu'on leur a mis une caméra dans les mains il y a 15 ou 16 ans. Puis on su immédiatement que c'est ça qu'ils voulaient faire jusqu'à la fin de leur jour. Dans mon cas, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est la nuit passée. C'est pas si vieux que ça, en fait. J'ai 40 ans et j'ai fait mon virage à 30 ans. Donc, sur le tard. Jusqu'à 30 ans, moi, j'étais fonctionnaire fédéral. Je programmais des sites web pour le gouvernement fédéral. C'est un job qui était bien payé, qui était sécuritaire, sécurité d'emploi, tout ce que bien les gens rêvent d'avoir dans la vie. Mais je trouvais ça extrêmement pas le fun, pour être poli. Donc, je me suis dit, à un moment donné, je vais être assez tanné que je vais arriver un matin, je vais donner ma démission sans plan B. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un revenu puis aimer ce que je fais. J'avais commencé à faire de la photo pour un site que j'avais commencé qui s'appelle Québec Urbain. J'avais acheté une caméra pour illustrer des projets de condos qui se faisaient dans la ville. J'avais commencé à aimer la photographie puis à faire des photos de ce qu'on appelle la street photography, donc de la photo de rue où on montre des gens dans leur environnement naturel. Des jeunes qui s'amusent dans un parc, une mère qui joue avec son enfant, un monsieur assis sur un parc qui fume une cigarette. Donc des scènes de la vie. J'avais commencé à vraiment aimer ça, mais j'ai toujours aimé le monde des médias. J'ai combiné les deux, je me disais, photojournaliste, ça serait le fun. J'ai regardé qu'est-ce qui existait comme cours au Canada. Une école donne un cours en photojournalisme seulement. Cette spécialité-là. C'est en Ontario, à Belleville. Donc, j'ai vendu mon condo, j'ai quitté ma job pour faire un retour aux études à 30 ans. Wow! Et là, depuis ce temps-là, ben, c'est ton métier. Voilà. C'est ton métier. Et de quoi tu es le plus fier à date, là, dans ce que tu as 10 ans de métier? Au niveau de ce métier-là, c'est quoi qui t'a dit, hey, ça, là, cette fois-là, là, ou cette réalisation-là, là, wow, là, tu sais, j'étais content de moi. C'est quoi en particulier? As-tu un événement ou une réalisation qui... Il y en a plusieurs. Mais le simple fait de gagner ma vie avec la photo, en photojournalisme, c'est pour moi une réalisation extraordinaire. C'est un job de rêve, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont jaloux de ce que je fais. Donc il y a beaucoup de monde qui serait prêt à faire ce que je fais, même gratuitement, juste pour le trip, d'aller en première rangée dans le festival d'été pendant les gros concerts. Moi je suis là et je suis payé pour être là. Donc il y a beaucoup de monde qui ferait ça gratis juste pour être là. Moi je suis payé pour le faire. Donc être capable de payer mon hypothèque, de mettre de la nourriture sur la table à tous les jours, avec un appareil photo, pour moi, ça c'est extraordinairement plaisant et gratifiant. Mais dans les choses importantes que j'ai réalisées, puis que je me dis, ok, ça, quand je vais avoir 65 ans, puis je vais parler avec mes petits-enfants, ça, je vais leur parler de ça. Mais avoir été un des photographes hôtes pour le sommet du G8 en Ontario, avoir Barack Obama
comme ça. Moi, je suis là, puis je le photographie. Tu sais, des événements comme ça, des événements importants, comme la Coupe du monde de hockey qui a eu lieu à Québec en 2008. J'ai couvert ça pour la presse canadienne. J'ai été publié dans le New York Times, j'ai été publié dans le Sports Illustrated. Donc, j'ai des couvertures de journaux de grands quotidiens très importants. Oui, j'en ai fait. Et pour un gars, la photo, je m'exprime beaucoup dans mon blog. OK. Et, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert par les interventions que tu fais au niveau médiatique. Voilà. Tu as un blog, mais tu fais des chroniques parfois à la radio. C'est comme ça que je t'ai découvert. Et le fait que je m'exprime, que des gens me voient et me disent « OK, oui, il y a quelque chose à dire, ce gars-là », m'ont amené éventuellement à être chroniqueur photo dans le Journal de Montréal. OK. Et moi, en secondaire, en français, je partage 70%, parce que tu peux perdre jusqu'à 30% de fautes de français. Donc je partage 70%. En partant. En partant. Mon cours de français 1 au cégep, je l'ai raté 3 fois. Donc pour moi, d'écrire dans le plus grand quotidien francophone d'Amérique, d'être payé pour le faire aussi, ça aussi c'est un exploit qui est relié indirectement à la photo, mais quand même. Donc, on ne sait jamais où les choses vont nous mener. Ben oui, c'est un bel accomplissement. Puis, dans le fond, de la persévérance. Tu n'as pas abandonné. Non. Malgré des petites lacunes qu'on peut avoir, on peut toujours aller chercher. Ben, avec le temps, j'ai fini par être plus ouvert aux règles de français. Oui. Et à un moment donné, moi, quand j'étais au secondaire, puis j'essayais de comprendre le français, j'aimais pas ça, j'aimais pas mes profs, puis j'ai beaucoup de misère quand j'aime pas les choses à me concentrer. Puis, puis avec le temps, quand j'ai commencé à écrire pour Québec urbain, le site qui m'a fait découvrir la photo, puis après ça pour mon blog, puis là les gens ils me disaient « Ok, ouais, bel article, mais là les fautes, ça n'a pas de bon sens. » Là, à un moment donné, bon, ok, je vais essayer de me forcer, puis je vais essayer d'aller chercher les outils qui me manquent. Oui, parce que là, maintenant, c'était rendu un métier, puis c'était une question de... C'est mon image aussi. Ben quand j'écris sur mon blog, oui, j'écris parce que je veux faire connaître des choses, mais en même temps, c'est un outil de marketing. Quand des clients potentiels lisent mon blog, s'ils voient que c'est plein de fautes, c'est pas bon pour mon image. Là, on va regarder les gens. C'est intéressant ce que tu dis là, Francis, parce que l'image qu'on a sur les médias sociaux, à part d'être vraiment, puis il y a des gens qui le font, mais habituellement les gens c'est très large, hein, tu sais, comme on a 1500 amis sur Facebook, on en a 2000, on en a 3000, c'est pas tous des gens qu'on connaît personnellement. Et c'est facile de se faire une image de quelqu'un seulement avec une photo ou deux. Exactement. Et ce qu'on, évidemment, quand on a 10 ans, on a 12 ans, on a 15 ans, de penser à plus tard, dans 20 ans, quand je vais me chercher un emploi. Je suis très content que YouTube n'existait pas quand moi j'avais 15 ans. Bon, moi aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'on a fait des niaiseries, puis si on les avait filmées, ça aurait peut-être pas été une bonne idée. Mais ce que je veux dire, ce que je trouve intéressant dans ton point, c'est que l'image qu'on projette, faut l'assumer. Et si on est face à des employeurs, on veut montrer notre sérieux, si c'est tout croche qu'on met en ligne, on va avoir la difficulté à avoir d'emploi. Il faut faire attention à ce qu'on met en ligne. Puis au niveau de vie privée, dans Facebook par exemple, on peut déterminer qui voit quoi. Oui, c'est vrai. Ici, j'ai une belle collection de bouteilles de scotch, je suis un amateur de scotch, mais sur mon Facebook, sur mon Twitter, je ne verrai jamais qu'un verre à la main sur une photo. Oui. Jamais. Parce que, pris hors contexte, cette photo-là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Francis, tout le temps sur le party, il n'est pas sérieux, il ne se présentera pas à sa job. Voilà. Bon. Moi, je suis un gars qui a beaucoup d'opinions politiques très tranchées et un peu non traditionnelles. Donc, j'aime m'exprimer, puis je me retire beaucoup de le faire, surtout sur Twitter où c'est beaucoup plus public. Parce que mes clients potentiels, s'ils ont des idées politiques contraires aux miennes, tu veux pas que ça nuise à ton travail. Hein? C'est intéressant ça. C'est très difficile par contre, parce que oui, mais on aime ça, on est des passionnés, puis on aime ça s'exprimer, mais je comprends. Un aspect que je vais aborder aussi avec toi, Francis, évidemment, dans le cadre de Réseau École Média du Québec, ce qu'on vit ici, d'amener des jeunes à apprendre sur les médias, mais aussi se mettre en action. Il y a peut-être des futurs Francis en devenir qui sont à l'écoute. Des trucs, des conseils photo de base. Que tu sais, un jeune là, qui commence en photo, qu'est-ce que tu pourrais... Quel conseil, là, le conseil du pro, qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Mon conseil pour les jeunes, c'est de passer le plus rapidement possible au mode tout automatique, au mode manuel. À prendre le contrôle sur sa caméra. OK. Quand on se met en mode sur notre caméra, en mode portrait, en mode paysage, en mode sport, c'est qu'on laisse le contrôle de la caméra à l'ingénieur japonais qui a programmé ces modes-là. OK. C'est le fun au début de
de pas s'occuper de la vitesse, de l'ouverture, des ISO. C'est des termes un peu plus compliqués qu'on apprend plus tard. C'est bien au début d'avoir les modes automatiques pour apprendre à bien cadrer, pour apprendre à bien monter une scène, pour bien raconter une histoire dans une photo. Mais éventuellement, c'est qu'on est pris dans le carcan de ce que l'ingénieur japonais a décidé pour nous. Donc, à un moment donné, on apprend à travailler en mode manuel. Faut pas avoir peur de le faire. Faut pas avoir peur de son appareil. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est qu'avec YouTube, avec Internet aujourd'hui, des ressources pour apprendre tout ça, il y en a des tonnes en français et gratuites. Oui. Quelqu'un qui veut apprendre, c'est facile. Il y a juste à aller sur Google ou sur YouTube, puis il va avoir plein de ressources pour le faire. Puis t'en fais, toi, entre autres, des vidéos, des tutoriels qu'on pourrait appeler. T'en fais quelques-uns. Oui, je fais pas encore le tutoriel sur vraiment la manipulation, tout ça, mais c'est plus sur des trucs généraux sur la photo, sur le droit d'auteur, sur la manipulation des fichiers. Parce qu'il y a déjà des gens qui en font des excellents sur travailler en mode manuel, comment composer, tout ça. Il y en a déjà qui en font des mais ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que oui, il y a des modes automatiques, puis c'est un bon dépanneur. C'est un bon début, tout le monde commence par là. Oui, c'est normal aussi. Moi, faisant de la photo, je suis souvent en mode automatique, là, je vais plaider coupable, mais ce que tu me dis, c'est dans le fond, le vieil adage qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est de la pratique. Il faut en faire. Il faut regarder des photos que d'autres ont fait. C'est comme ça qu'à un moment donné qu'on se rend compte que oups, le mode automatique ne fonctionne plus. À un moment donné, on voit une belle photo d'un match de hockey, par exemple, et là, on voit un beau joueur qui est comme isolé parce que l'arrière-plan est flou. Puis là, on se dit, moi, quand je fais des photos de gens, je dis, OK, ça fait pas ça. Comment ça fait pas ça? Comment je fais pour faire ça? Alors là, tu t'envoies sur des forums de photos, sur des groupes Facebook. Là, telle photo, comment ils ont fait pour faire ça? Puis à un moment donné, quelqu'un qui se connaît plus, comme moi ou un autre, dit ben, le fait qu'il soit isolé, c'est parce que la profondeur de champ est mince, puis il a pu faire ça avec une longue focale ou avec une ouverture qui est petite. OK, c'est quoi tout ça? Puis là, tu te mets à chercher, tu te mets à aller voir c'est quoi ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment on peut les appliquer, comment on peut jouer en mode manuel pour faire ça. Puis évidemment, tu sais, bon, toi, tu as des équipements professionnels qui valent des dizaines de milliers de dollars. À un moment donné, c'est les jeunes. Ça aide aussi, mais à la base, c'est un travail artistique, faire de la photo. Il faut avoir l'œil de l'artiste, c'est ça. Puis il faut se donner un style aussi. Il faut développer un style, une manière qu'on peut développer, une signature. Au début, quand on commence en photo, on voit le style Cartier-Bresson, ou le style, tu sais, il y a comme plusieurs. Okay, ça, j'aimerais ça faire un peu comme ça. Puis là, au début, on copie un peu le style des autres, puis on essaie un petit peu ça, puis on essaie un petit peu ça, puis alors ça, j'aime beaucoup, je vais essayer d'aller plus loin dans ce style-là. Puis à un moment donné, on développe, mais à très long terme, on développe notre propre signature. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la photo, puis c'est jamais arrivé que quelqu'un, seulement en voyant la photo, dise « Ah, ça, c'est peut-être François Vachon qui a fait ça, je reconnais son style. » Non, ça, c'est à très long terme. Mais à un moment donné, on développe une façon de faire, des trucs, des automatismes, puis ça devient un peu notre façon de faire. Puis au niveau des équipements, évidemment, dans les écoles, on n'a pas seulement des super gros moyens, puis ça se peut qu'on ait des appareils vraiment de base, mais y a-tu des conseils au niveau des équipements que tu donnes? Pour commencer à travailler en mode manuel, parce que je parlais tantôt, ça nous prend un reflex, un SLR, ou un DSLR pour Digital SLR. C'est une lentille, c'est une caméra plutôt qu'on peut enlever la lentille puis en mettre un autre dessus. Donc on voit ça des fois, les photographes, ils changent, ils enlèvent comment on appelle? L'objectif. Ils enlèvent ça de la boîte puis ils en mettent un autre. Donc ça, c'est un reflex ou un SLR, Single Lens Reflex. Et c'est ça qui nous permet de travailler en mode manuel et qui nous permet de prendre le contrôle de la caméra. Des reflexes professionnels, oui, ça coûte très très cher. Un Canon 1DX va coûter 5 ou 6 000 $. Alors c'est sûr, ça, on n'a pas de lentille encore. Une lentille professionnelle, ça peut coûter 2 3 000 $. Bon, et c'est sûr que là, je comprends qu'on n'a pas les moyens, ça fait ça. Cependant, si vous les avez, tant mieux pour vous. Si vous avez un papa dentiste, un papa docteur. Mais c'est qu'on peut aller dans l'usage. Des vieilles caméras reflex vont nous donner tous les outils qu'on a pour apprendre à travailler en mode manuel et développer notre œil et nos talents artistiques. On peut acheter un vieux reflex à 100-150 $. Une 50 mm fixe comme objectif, une neuve, ça se trouve à 120 $, c'est une lentille d'extrême qualité. Donc, pour 200-250 $, on peut apprendre la photo avec des outils
qui vont nous permettre de voir si on aime ça, si on est bon, puis qui vont nous permettre à long terme de devenir meilleur. Puis quand on aura l'argent ou quand on travaillera là-dedans, ben là on achètera de l'équipement plus récent et plus coûteux. Donc merci Francis, moi c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que moi je dirais sans prétention que je fais de la photo, j'essaie de le faire plus sérieusement pour un possible. J'ai quand même certaines connaissances. Puis je te dirais que j'ai appris des affaires. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses. Merci de ton temps, puis de rencontrer un passionné comme toi, puis un vulgarisateur. Parce que d'avoir des gens professionnels, oui, il existe dans plein de domaines, mais des gens qui sont pas capables de synthétiser, de vulgariser leur métier. Je suis très vulgaire. Oui, tu es très vulgaire, mais tu es un bon gars pareil. Donc, merci Francis, merci de ton temps, puis au plaisir de se revoir. Un plaisir. Salut. Bye bye. Yes.